Alors, vous pouvez me poser une première question à laquelle je vais répondre, c'est-à-dire pourquoi moi-même, je ne suis pas au lit du malade, je ne suis pas en réanimation. Eh bien, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a considéré que j'étais trop âgé, je ne suis pas radié de l'ordre des médecins, bien que certains journalistes qui ne savent pas lire, je parle, je vais le dire clairement, du Monde, du Figaro, de Libération, de La Croix, me font passer pour un radié de l'ordre des médecins, c'est entièrement faux. Je suis médecin, je suis professeur de cancérologie, certes à retraite, mais toujours extrêmement actif. Et je suis, depuis le 11 février dernier, quasiment confiné, à travailler, à observer, à veiller sur cette pandémie qu'on a vu venir au fur et à mesure, qui arrive, on le sait maintenant, directement de la Chine et qui a fermé, je dirais, pratiquement 5 continents. Donc, c'est une affaire extrêmement grave. Alors, le sujet que je souhaite traiter avec vous ce soir, c'est celui qui nous concerne tous, à savoir, si je suis atteint par le coronavirus, nous allons voir quels sont les symptômes, eh bien, quels sont les traitements aujourd'hui efficaces, scientifiques, et puis qui sont les moins chers possibles. Mais avant de vous permettre de poser des questions, et peut-être pour réduire un certain nombre de questions, je voudrais faire un état des lieux assez précis concernant cette affaire du coronavirus. Première chose, des coronavirus, sachez qu'ils nous ont tous atteints déjà. Nous avons tous fait des grippes avec les virus de la grippe. Je dis les virus parce que celui d'une année n'est pas celui de l'année précédente. Mais nous avons eu aussi des coronavirus qui n'étaient pas les mêmes, qui nous ont donné un syndrome grippal et on ne nous a pas dit que c'était un coronavirus parce qu'on ne le savait pas, mais on savait que cela pouvait être des coronavirus. Sachez que on a repéré les coronavirus pour la première fois dans les années 1930 et c'était des coronavirus aviaires, c'est-à-dire que l'on connaissait chez les animaux, donc comme les poules, comme les canards, etc. Ensuite, on les a trouvés plus tard chez d'autres types d'animaux et en particulier chez les chauves-souris, chez les dromadaires. Et on a accusé, peut-être à juste titre, nous le verrons, ces animaux, la chauve-souris, d'avoir transmis le coronavirus, et là, 2 coronavirus avant celui que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle le COV2, qui donne la maladie qu'on appelle Covid-19. Donc, il y en a eu 2 autres précédemment qui ont servi de leçon à certains pays, mais pas à nous. Ça, c'est important à savoir. Alors, quels sont-ils? Eh bien, en 2003, vous avez eu en Chine, alors ce n'était pas nécessairement à Wuhan, mais dans d'autres régions de Chine, vous avez eu un premier coronavirus qu'on appelait le COV1, extrêmement dangereux, puisqu'il a tué pratiquement 10% des personnes atteintes. Voilà, 10% des personnes atteintes. Ça, c'était donc en 2003. Et en 2004, tout cela s'était calmé. Et l'Institut Pasteur, ça c'est officiel, avait déjà à ce moment-là ce qu'on a appelé un candidat vaccin. Mais quand le candidat vaccin est arrivé, c'était trop tard. Donc sachez quand même que l'Institut Pasteur a travaillé pour essayer de trouver un vaccin. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'il faut en penser. Un vaccin déjà dès l'année 2004 contre le premier coronavirus qui était quand même dangereux, probablement plus dangereux que l'actuel, et donc ils n'ont pas pu le mettre au point définitivement, bien qu'on pourrait leur poser des questions. Qu'avez-vous fait chez l'animal? Qu'avez-vous fait dans les modèles expérimentaux, puisque vous n'aviez plus d'hommes à tester? Ensuite, il faut aller à 2013. En 2013, un autre coronavirus, là ça va se passer au Moyen-Orient, beaucoup plus dangereux, puisqu'il va pratiquement tuer 35% des personnes atteintes. Et là, il s'agit d'un coronavirus qui est transmis de la chauve-souris au dromadaire, le dromadaire féminin qui va donner du lait, et c'est dans ce lait que l'on va trouver ce coronavirus qui va infecter un certain nombre de personnes. Mais heureusement, assez rapidement, cette affaire va s'éteindre. Les scientifiques vont le savoir, mais en même temps que les scientifiques vont le savoir, il y a un certain nombre de pays qui vont faire attention. Et ces pays sont au nombre de 3. Ce sont des pays asiatiques qui sont pas en véritable symphonie, je dirais, politique et autres avec la Chine. Il s'agit de la Corée du Sud, qui a bien peur de la Corée du Nord, qui est à côté. La Corée du Sud, il y a ensuite Singapour et il y a Taïwan, qui est une république chinoise également, différente de la République populaire. Alors, il faut savoir que ces cas-là
si vous voulez, de 2003 et 2013 ont été des leçons pour ces pays dont je viens de vous parler, ces trois pays. Ça veut dire que dès qu'ils ont appris qu'il y a eu quelques cas de nouvelles pathologies respiratoires du coronavirus, ils ont fait attention et ils se sont immédiatement protégés. Moyennant quoi, eh bien, ils ont très peu, si vous voulez, d'atteintes, très peu d'atteintes, c'est-à-dire de morts. Si vous regardez la Corée du Sud, ils ont eu 10 683 cas pour un pays qui est un peu plus petit que la France au point de vue du nombre d'habitants, 51 millions d'habitants, ils ont eu un taux de mort qui ne dépassait pas 237. Je parle de la Corée du Sud. Si vous regardez Taïwan, qui est pas très grand, 23 millions d'habitants, ils ont eu 6 décès pour 395 cas. Si vous regardez Singapour, 5,8 millions d'habitants, ils ont eu 11 décès. Et on nous dit, et c'est probable, qu'il y a de nouveau une épidémie qui semble repartir de coronavirus à Singapour sur un certain nombre de personnes qui sont entassées les uns sur les autres, qui sont des ouvriers étrangers, qui sont là, qui n'ont pas pu partir et peut-être qui n'ont pas été suffisamment protégés. Donc, il y aurait actuellement 6 588 cas et une 942 qui n'auraient rien et 11 morts, donc ce qui ferait que pour Singapour, on serait passé à 11 plus 11 égale 22 morts. Donc, ces pays avaient prévu les choses. Donc, ça veut dire que l'Europe n'avait pas tellement prévu les choses. Quand on voit ce qui se passe, que ce soit en Italie, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, bien qu'il y ait des disparités importantes dans les conséquences de ce coronavirus tel que nous l'avons observé. Alors, le premier cas qui a été observé est en Chine, donc à Taïwan, à Wuhan, excusez-moi. Donc, c'était le 19 novembre 2019. Et assez vite, on a su que ce COV-2, ce coronavirus qui donne le Covid-19, on a su que il y avait il était composé d'ARN, de plusieurs ARN, et puis d'un seul brin d'ADN, et qu'il y avait la possibilité de mutation silencieuse. Bon, mais on n'a pas eu tout de suite la véritable formule, je dirais pas formule chimique, mais la formule de ce virus, car aujourd'hui, les virologues, eh bien, ils connaissent, ils arrivent à repérer par des techniques très pointues, évidemment, la véritable identité du virus, sa constitution. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous étions donc 19 novembre, ensuite il y a eu une multiplication d'atteintes, les hommes ont été beaucoup plus atteints que les femmes, alors on pense qu'il y a une différence d'origine génétique ou d'origine hormonale, tout ça on ne sait pas trop, on l'apprendra plus tard, mais ce qui est certain c'est que 73% des hommes seront atteints et que les femmes seront donc beaucoup moins atteintes que les hommes. L'OMS va avoir un certain nombre de réunions et c'est le 30 janvier 2020, donc elle va quand même, voyez, j'ai dit 19 novembre, tout le mois de décembre, et ensuite l'OMS va se réveiller, et 30 janvier 2020, soit 80 jours après le premier cas, et le 11 mars seulement, elle va dire qu'il s'agit d'une véritable pandémie. Et cette pandémie va entraîner évidemment des conséquences au niveau de chaque pays, c'est-à-dire le confinement. Donc ça, c'est une chose très importante. Et il est certain que on doit se poser la question, et cette question, vous me la reposerez probablement, mais je vais vous donner certains éléments de réponse. Il est certain que ce laboratoire P4 de Wuhan, maintenant on en sait de plus en plus, c'est une véritable bombe, si vous voulez, c'est pas une bombe atomique, mais c'est une bombe biologique, en ce sens que dans ce laboratoire, eh bien, on manipule des virus qui sont des virus hyper dangereux, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un très grand nombre, si vous voulez, de protections, et que ces protections, on espère qu'elles sont bien, je dirais, conservées, qu'elles sont bien réalisées, toutes ces protections, pour qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de risque de danger, qu'un virus aussi dangereux puisse sortir de ce laboratoire P4. Alors, on a beaucoup accusé le professeur Montagnier, le prix Nobel, parce que récemment, il a dit des choses qui étaient des choses de sa science, si vous voulez. Il est beaucoup plus scientifique que je ne le suis, c'est un virologue éminent. Il a eu le prix Nobel puisqu'il a découvert le virus du sida et que bien d'autres avaient essayé de le découvrir préalablement et ne savaient pas vraiment ce que c'était. Donc, il a vu, avec des collègues
mathématicien, comment était constitué, comment était construit ce virus. Et il s'est rendu compte que au milieu de ces ADN, de cet ADN et des ARN, il y avait des fragments du virus du sida, le VIH ou Human Immunodeficiency Virus. Bon. Et donc, lui qui est un expert, il a dit, écoutez, ça, c'est pas par une mutation que cela se fait, c'est plus probablement, puisqu'il est dans le secteur de cette spécialité, plus probablement, si vous voulez, une manipulation qui a été faite de telle façon qu'il y avait une intention non pas négative, mais une intention positive, à savoir de mettre au point un vaccin contre le sida. Je vous rappelle que le sida est arrivé dans le monde dans les années 82-85, et que depuis ce temps-là, des milliards ont été dépensés pour trouver un vaccin contre le sida. Encore récemment, un vaccin a été a été mis en place et a été testé en Afrique du Sud, efficacité nulle. Bon, donc pour l'instant, on ne dit pas qu'il n'y aura pas un vaccin contre le sida, mais figurez-vous, le sida, c'est un virus qui est parfaitement connu, on n'est pas encore arrivé à trouver le vaccin contre cette maladie liée à ce virus. Bon, donc voilà déjà un certain nombre de choses. Ce que l'on sait, c'est que ce virus actuel, ce Covid-19, il a évidemment un problème de transmissibilité. Au tout début, on disait, voilà, une personne atteinte va toucher 2,3, maximum 3 personnes. Puis, progressivement, il nous a été dit, bon, non, c'est pas 2,3, c'est 7 à 9, 7 à 10. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire une personne peut infester effectivement 7 à 10 personnes, d'où la nécessité de se confiner. Mais imaginez dans une famille, si l'un est atteint, il va risquer d'infester tous les autres membres de la famille. Et récemment, on nous a dit que le confinement avait permis une réduction extrêmement importante de cette transmissibilité et que nous étions tombés autour de 1 ou autour de un peu moins de 1. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une efficacité incontestable de ce confinement et il n'est pas question de le remettre en cause. Alors, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a quand même des soucis à se faire. Quels sont les soucis que l'on doit se faire, que l'on doit souligner, je dirais? Premièrement, il y a un règlement sanitaire international. Ce règlement sanitaire international, il a mis du temps à se réveiller. Et il y a une réunion qui s'appelle la réunion d'urgence de santé publique de portée internationale, qui réunit un comité d'urgence avec, en général, des experts qui appartiennent à au moins trois continents qui sont concernés par le problème de santé. Et il y a eu une première réunion le 19 janvier, une deuxième le 22 janvier, sans décision, et le 30 janvier, les experts étaient encore divisés. Il y en avait 50 qui étaient pour dire pandémie mondiale, et 50 qui étaient contre. Donc, c'est vous dire combien les experts, qui peuvent être de très grands experts, eh bien, ils peuvent être en désaccord, et nous l'avons vu beaucoup à la télévision française en particulier, avec un certain nombre de collègues qui sont passés sur toutes les chaînes de télé, et qui n'étaient pas toujours sur les mêmes longueurs d'onde. Donc, il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé, elle est financée par tous les pays du monde, à quelques exceptions près, que les États-Unis payent entre 400 et 500 millions de dollars et que la Chine paye à une contribution qui est quasiment 10 fois moins que celle des États-Unis. Bon, ceci pour vous dire que cette OMS ne vit que par, je dirais, les subventions qui sont données par les États, mais pas seulement. Il faut savoir que vous avez des laboratoires pharmaceutiques qui subventionnent, et c'est peut-être une très bonne chose, l'Organisation mondiale de la santé, car il y a des liens étroits entre l'OMS et l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Ça, c'est quelque chose d'absolument officiel. Il n'y a absolument aucun problème, mais ce n'est pas une critique. C'est simplement pour dire, il est un petit peu étonnant que l'OMS, qui est là pour protéger au niveau de la santé, la planète entière, ait mis tant de temps à se réveiller. Donc, vous voyez, là, il y a une question à se poser. On peut comprendre
que certains pays puissent, sur le plan, entre guillemets, politique, se poser des questions et demander à la Chine un petit peu des explications. Alors évidemment, la Chine et les Américains se renvoient le ballon les uns les autres, l'un disant c'est toi qui es responsable et l'autre disant non, c'est pas moi, c'est toi. Bon, peu importe. Le point important, c'est que nous allons le voir, il y a des problèmes de tests, des problèmes de dépistage. À la fois des tests de dépistage pour dire, eh bien, madame, monsieur, vous êtes porteur du virus, vous êtes porteur et peut-être vous n'avez aucun signe, ou bien vous êtes porteur et vous avez quelques signes, ou bien vous n'êtes pas porteur. Et je peux vous dire que j'ai l'expérience de plusieurs patients dont je me suis occupé au minimum par téléphone, puisqu'on peut pas, je suis confiné dans les Pyrénées, dans la région parisienne, et où j'ai demandé à ce qu'il y ait le test qui soit réalisé, mais il y a des faux positifs. Ça veut dire quoi, des faux positifs? Comme des faux négatifs. Ça veut dire que on vous dit, vous êtes porteur du virus et peut-être vous l'êtes pas, ou bien on vous dit, vous ne l'êtes pas porteur et vous l'êtes. Je vais prendre un exemple. Si par exemple vous avez un problème nasopharyngé, bon, et que vous prenez des traitements pour votre problème nasopharyngé qui existe déjà préalablement à une véritable infection par le coronavirus, bon, ben, vous avez des traitements que vous mettez dans la voie nasale, oropharyngée, nasopharyngée, et ces traitements, ben, si vous avez le virus du coronavirus, vous avez un test qui est négatif et cependant vous avez le coronavirus. Donc, il faut faire très attention avec ces tests parce que ils ne sont pas, pour l'instant, ils ne sont pas absolument sûrs à 100%. Alors, on nous a dit qu'il allait y avoir 500 000 tests par semaine, et j'en suis ravi qu'il y ait 500 000 tests par semaine, et le ministre de la Santé s'est vanté en disant quel pays est capable de faire ça. Je crois que proportionnellement, il y a des pays qui ont peut-être déjà fait mieux, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il est bon que ces tests soient faits, mais en sachant que il y a des personnes qui peuvent avoir un test positif alors qu'ils n'ont aucun symptôme et d'autres qui peuvent avoir les symptômes et qui peuvent avoir des tests négatifs. Donc, vous voyez, il faut se faire attention un petit peu à tous ces résultats. Alors, il y a maintenant une autre type de test, évidemment, qui est important pour la sortie du confinement, c'est ce qu'on appelle les tests d'immunité. Alors, ces tests d'immunité, ce n'est pas très compliqué à comprendre et je vais tenter de vous les expliquer. Quand nous avons une agression par ce qu'on appelle un intrus, c'est-à-dire un étranger qui vient dans mon corps et qui n'a rien à faire à mon corps, eh bien, le corps réagit. Que ce soit sous la forme d'une allergie, d'une piqûre d'abeille, par exemple, qui vous pique à tel ou tel endroit du corps, vous avez une réaction qui est une réaction locale, ou bien qui est une réaction générale, locale, la piqûre d'abeille, qui s'appelle une réaction immunitaire. En effet, nous avons des défenses immunitaires qui sont magnifiquement organisées et ces défenses, eh bien, elles vont se mettre au travail à partir du moment où un étranger arrive dans mon corps. Bien. On parle d'une immunité générale, humorale. Humorale, ça veut dire dans le sang. Et puis une immunité plus spécifique qui est, on appelle une immunité cellulaire. Bon. Alors, l'immunité humorale, c'est quoi? Eh bien, dans votre sang, figurez-vous que circulent des protections qui s'appellent des immunoglobulines. Vous entendez? Immunoglobulines. Immunité. Globuline, ça veut dire, je simplifie, des petits globules tout petits, hein, qui sont donc des protéines. Et ces protéines, on les a isolées, on les connaît bien, on leur a donné non pas des noms, mais des lettres. Il y a immunoglobuline IgA, il y a IgE, il y a IgM, etc. Bon, il y en a plusieurs. Et on sait que quand vous avez une infection bactérienne, donc une bactérie qui atteint votre corps, là c'est pas un virus, je dis une bactérie, un staphylocoque, un streptocoque, un pneumocoque, etc. Eh bien, vous avez une augmentation de votre taux dans le sang des immunoglobulines M. Bien. Et quand vous avez une atteinte virale, que ce soit une grippe, que ce soit le coronavirus, que ce soit un autre virus qui vous atteint, eh bien, vous avez aussi une augmentation des IgM, des immunoglobulines M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez été touché par une infection bactérienne ou virale, mais on ne sait pas laquelle. Donc là, vous ne pouvez pas avoir par l'immunité humorale quelle est la raison de cette augmentation de ce taux-là. Par contre, les anticorps vont être fabriqués, les anticorps spécifiques contre le coronavirus
vont être fabriqués par des globules qu'on appelle des globules blancs et qui sont tout simplement des lymphocytes. Alors, les lymphocytes B, lymphocytes T, peu importe le détail. Et ces lymphocytes vont fabriquer des anticorps spécifiques du coronavirus. Maintenant, voilà, on s'est rendu compte que d'abord, vous ne les fabriquez pas avant à peu près 14-15 jours après le début de la maladie. Donc, prenez premier jour du mois d'avril, par exemple, vous avez la maladie qui va démarrer, eh bien, vous n'aurez pas d'anticorps qui vont démarrer avant, disons, le 15e jour, grosso modo. Et on s'est rendu compte que le taux d'anticorps va monter assez vite, mais ensuite, il va pas disparaître, mais il va réduire assez vite. Ça veut dire que votre immunité au début va se former, mais il semblerait, et là je le dis sous forme, je dirais, de interrogation, on n'a pas de certitude absolue sur le sujet, que cette immunité ne tienne pas. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que ce n'est pas destiné à nous préparer davantage au vaccin? Mais souvenez-vous ce que je vous ai dit sur le vaccin concernant le virus du sida, qui n'est pas un virus extrêmement compliqué. On le connaît sur le bout des doigts. Bon. Est-ce que on va trouver très vite le virus contre le coronavirus? Nous allons y venir dans quelques instants. Donc, sachez que la durée de vie des anticorps, c'est-à-dire de votre protection immunologique, on parle maintenant d'un passeport immunologique. Alors imaginez que vous aurez sur votre portable une petite loupiote verte qui vous dit, madame, monsieur, oui, vous avez le passeport immunologique, vous pouvez aller au restaurant. Bien non, c'est pas vert, donc c'est rouge, vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant parce que vous n'êtes pas encore immunisé. Bon, tout ça, ça me paraît extrêmement compliqué. Et bon, moi, je veux bien que nos politiques ou nos spécialistes ou nos experts y pensent, mais je trouve qu'ils se sont tellement trompés depuis le début que je me méfie beaucoup de tout ce qui est en train de se préparer. Mais voyons maintenant les signes cliniques. Parce que au fond, et c'est là ce qui va être intéressant pour vous tous, c'est face aux signes cliniques, et nous allons les lister, ils ne sont pas très nombreux, est-ce que je me fais traiter? Est-ce que j'attends d'avoir des troubles respiratoires? Et la réponse, elle est certainement pas d'attendre des troubles respiratoires. Donc, je vais parler pour moi, je vais parler pour mon épouse, je vais parler pour mes enfants, je vais parler pour mes frères et sœurs, je vais parler pour les personnes âgées comme pour les enfants. Voici les signes que nous pouvons observer. La fièvre, c'est évident. Des courbatures. Bon, des courbatures anormales. Avec l'âge, on a tous un peu des courbatures. Mais quand vous avez un état grippal, vous reconnaissez bien vos courbatures et vous dites, j'ai les courbatures de la grippe. La fièvre, les courbatures. Un problème oropharyngé, nasopharyngé, un écoulement nasal, une toux. Ah, mais une toux sèche, pas une toux très productive d'une manière générale. Et assez souvent, il y a le problème de ce qu'on a appelé une agueusie ou une anosmie, c'est-à-dire la perte brutale du goût ou de l'odorat. Tiens, c'est curieux. Je prenais un fruit. Hier, je trouvais que c'était bien une mandarine que je consommais, que je mangeais. Et puis tout d'un coup, je ne sens plus ni le goût, ni l'odorat. Ça peut être que la perte du goût ou que la perte de l'odorat, et les deux. Et d'une manière assez brutale. Et c'est très important à bien reconnaître. Donc, voyez, tous les jours, votre carré de chocolat, vous allez essayer de le sentir. Et si vous ne le sentez pas, attention. Vous le mettrez dans la bouche. Et si vous ne sentez pas sur votre langue que c'est du chocolat, attention. Mais sachez que cette perte du goût et cette perte de l'odorat, agueusie pour le goût et anosmie pour l'odorat, ce sont des signes que l'on retrouve dans des pathologies neurodégénératives, c'est-à-dire dans l'Alzheimer, dans le Parkinson, mais ces signes apparaissent lentement, progressivement. C'est presque embêtant, pourquoi? Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Vous avez une perte progressive du goût, une perte progressive de l'odorat, et vous ne vous en rendez pas compte. Alors que le côté, je dirais presque utile dans le coronavirus, c'est que vous le trouvez brutalement du jour au lendemain. Là, quand vous avez ça, attention, il ne faut pas traîner pour le traitement. Donc, il y a aussi une fatigue anormale. Fatigue anormale, j'ai eu des cas comme ça, extrêmement fatigués. Bon, j'ai dit, écoutez, on va vous donner quelque chose pour stimuler un peu vos surrénales, pour que vous alliez mieux. Prenez la température, il n'y a pas de toux, il n'y a aucun autre signe. Bon, s'il n'y a que ça, on surveille. Mais on est attentif. Et on est attentif, on n'a pas besoin d'aller chez le médecin, mais c'est le malade qui doit être attentif, ou l'éventuel patient, l'éventuel malade, qui doit être attentif et se dire, bon, si j'ai un autre signe qui arrive, bon, je vais voir mon médecin et j'accepte le traitement. Il y a aussi deux autres signes qui sont importants, des signes digestifs. La diarrhée
une diarrhée anormale, alors que vous n'en aviez pas précédemment, des douleurs abdominales, mal au ventre, vous voyez, d'une manière anormale, qui vous réveille la nuit, qui vous gêne le jour, et également des signes urinaires. Alors ces signes urinaires, ils sont assez durs, difficiles à voir. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce sont des signes qui sont tels que vous buvez beaucoup, mais vous urinez peu. Ah, ben si vous urinez peu, ça veut dire que vos reins filtrent insuffisamment. Et on a vu des cas d'insuffisance rénale grave, je dirais grave, jusqu'à pratiquement destruction des reins, parce que le diagnostic a été fait trop tardivement. Donc, vous voyez, ce virus coronavirus, il a un tropisme d'abord, ça c'est capital à retenir. Tropisme, ça veut dire orientation respiratoire. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller nous abîmer nos voies respiratoires hautes. Je respire avec mon nasopharynx, je respire avec mon oropharynx, et puis je respire avec toutes mes voies respiratoires. Ça, c'est, je dirais, le champ de destruction, le champ d'influence du coronavirus. Mais il a aussi une capacité, je dirais, de destruction progressive de notre état rénal, non pas de destruction de notre état digestif, mais de modification, nous allons y venir, de la flore intestinale. Donc voilà, ça c'est très important de bien retenir les différents signes dont je viens de vous parler, parce que ces signes-là, les médecins les connaissent, les médecins les ont parfaitement repérés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans une sorte d'épidémie grippale, celle de la grippe, nous sommes dans une épidémie nouvelle, qui est une pandémie et qui donne à la fois des troubles de la partie haute du système respiratoire et de sa partie basse. Il faut savoir que dès le début, et c'est assez curieux que les spécialistes n'en parlent plus, mais moi je vais vous en parler, on a isolé non pas deux virus différents, mais je dirais un petit peu deux formes ou deux types dans le coronavirus 19. Une forme douce qui atteint à peu près 30% des personnes, qui a une transmissibilité dont je vous ai parlé, qui peut monter à 2,3, presque 3 personnes, et qui atteindra uniquement la voie haute, respiratoire. 30% des gens. Et puis vous avez, ça c'est la forme S, on va dire soft, douce, n'est-ce pas? Et puis vous avez la forme L, lourde, qui elle peut atteindre jusqu'à 70% des personnes et qui est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'elle va atteindre, au-delà de la voie respiratoire haute, la voie respiratoire basse. Et là, elle va vous abîmer à la fois les cellules qui ont des tout petits cils, n'est-ce pas, comme mes cils, mais tout petits cils qui ont un rôle de captation, si vous voulez, des produits que nous respirons et qui ne sont pas nécessaires pour notre respiration, pour notre santé. Et à ce moment-là, bien, on tousse, en toussant, on expectore, on ne crache pas n'importe où, on l'expectore, ça vient dans l'oropharynx, on avale, tout ça part dans l'estomac, et l'estomac s'en occupe et on n'en parle plus. Bon. Mais, en plus de ces cellules ciliées, au niveau des voies respiratoires, vous avez des cellules qu'on appelle caliciformes. Alors, caliciformes en forme de calice, si vous voulez, et qui travaillent et qui font du mucus. Et ce mucus, effectivement, est un mucus protecteur. Donc, nos voies respiratoires sont tellement bien faites qu'elles sont là pour nous protéger. Et pour que l'oxygène pénètre bien toutes nos bronches, la trachée, puis la bronche droite, la bronche gauche, toutes les bronches qui partent vers chaque lobe pulmonaire. Sur le côté droit, vous avez 3 lobes pulmonaires, il y a de la place. Sur le côté gauche, il n'y en a que 2. Pourquoi? Parce qu'il y a le cœur, il faut que chacun ait sa place. Donc, il n'y a que 2 lobes pulmonaires. Donc, l'air va rentrer dans les poumons et va aller jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Combien ai-je d'alvéoles pulmonaires? Eh bien, nous en avons 300 millions pour chaque poumon. Vous vous rendez compte? Bon, on n'est pas à une près, mais 600 millions d'alvéoles qui travaillent en recevant l'oxygène à l'inspiration et à l'expiration qui vont faire sortir, évidemment, le CO2. Bon, donc ça, c'est très important à bien comprendre. Et le coronavirus a ce tropisme respiratoire pour aller abîmer nos voies respiratoires. Et vous allez retenir une chose, c'est que lorsque vous arrivez à l'état respiratoire, c'est hyper dangereux. Pourquoi? Parce que le virus a détruit énormément de cellules de notre système respiratoire jusqu'aux alvéoles, mais pratiquement, on ne le retrouve plus. On ne le retrouve plus, c'est-à-dire qu'on dit le test est négatif. Mais vous êtes dans un tel état respiratoire qu'il faut aller au respirateur et il faut quand même connaître les chiffres, si vous voulez, d'efficacité de ces respirateurs. Ce sont des chiffres
qui sont inquiétants, puisque quelqu'un qui va jusqu'à la réanimation, le taux de létalité monte à 60-69%. Ça veut dire que on réussit à sauver la vie à ceux qui vont en réanimation, à peu près 30, on espère 40%, mais c'est pas un chiffre extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans tout cela? Bien évidemment, vous avez connu le professeur Didier Raoult, qui ne le connaît pas. C'est un homme absolument remarquable. J'ai écrit une lettre qui s'est intitulée, d'ailleurs, sur mon site internet, vous pouvez la lire, Un vrai médecin en temps de guerre. Le président de la République a utilisé le mot de guerre au moins 7 fois, donc nous sommes en temps de guerre. Eh bien, le vrai médecin en temps de guerre, c'est un médecin qui, en fonction de son expérience et face à ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire des gens qui vont mourir, eh bien, il a décidé de mettre en place un traitement qu'il connaît de manière empirique, c'est-à-dire dont il a l'expérience. C'est ça l'empirisme. J'ai une expérience. Et cette expérience et mon ancienneté d'expérience et mes collaborateurs avec moi et mes jeunes élèves et mes plus vieux collaborateurs, eh bien, ils vont adhérer à cette expérience. Et voilà que, eh bien, il a été, je dirais, médecin en Afrique par son papa. Son père était un médecin militaire, donc très petit, il a dû entendre parler évidemment du traitement du paludisme, de la nivaquine, de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine, qui est utilisée dans un certain nombre de pathologies rhumatologiques. Mais lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'effectivement, il pouvait obtenir un état virucide, c'est-à-dire d'extruction virale à partir de l'hydroxychloroquine, et il a ajouté un antibiotique d'une manière tout à fait logique, c'est-à-dire l'azithromycine, qui est un macrolide, et cette azithromycine a un but, c'est à la fois de réduire aussi la réplication virale, parce qu'on sait qu'il est capable de le faire, et en même temps, c'est un antibiotique, donc contre une infection. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Des résultats qui ont été des résultats absolument extraordinaires par rapport à beaucoup d'autres, je dirais, d'autres équipes médicales dans le monde. Et il n'a pas fait ça uniquement par un empirisme venant de sa tête et de sa propre, je dirais, décision, mais il y avait eu des études faites in vitro, en 2015, de voyez 5 ans avant. J'ai donné les titres de ces publications dans les lettres que j'ai publiées sur mon site, vous le verrez. Il y avait aussi des Chinois qui avaient commencé à utiliser et qui avaient des résultats intéressants. Et donc, il a fait logiquement ce que sa conscience de médecin devait faire, c'est-à-dire qu'il ne devait pas attendre en disant on va faire 50 malades, on va pas faire de traitement, et puis 50 autres, on va faire le traitement, et puis en fonction des résultats. Bon. Et c'est là-dessus qu'il a été accusé d'une façon absolument lamentable, je dirais, mais vraiment lamentable, par des scientifiques qui ne sont pas vraiment sur le terrain des malades, qui sont peut-être sur leurs ordinateurs, sur leurs formules mathématiques, mais franchement, je pense que les attaques qu'il a subies sont honteuses pour ceux qui ont été à l'origine de tout cela, à un point tel que qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, on a quasiment interdit la prescription de protocole de mon collègue Didier Raoult à des médecins généralistes. Mais c'est impensable. Alors que le plaquenil, on peut le prescrire pour un problème rhumatologique, eh bien, l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, elle vous dit que vous n'avez pas le droit de le prescrire pour une autre indication dans une maladie comme le coronavirus. Et ça, ce sont les grands experts qui sont passés à la télé du matin au soir et qui n'étaient pas au lit des malades. C'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Bref, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est absolument impensable. Ils sont arrivés à obtenir que les médecins généralistes ne puissent pas avoir ces médicaments. Alors, l'azithromycine, oui, parce qu'ils en ont l'habitude, mais pas l'hydroxychloroquine. Et c'est là que vous allez apprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les médecins généralistes, ce sont les plus nombreux de tous les médecins par rapport à tous mes collègues qui sont professeurs de ceci ou de cela, et où qu'ils soient. Et évidemment, ils ont tous, ces médecins généralistes, des collègues, ils travaillent avec des pneumologues. Bon. Et un pneumologue, c'est quoi un pneumologue? C'est un spécialiste des pathologies respiratoires qui connaît parfaitement
ce qu'on appelle les pneumonies communautaires, les pneumonies chez les enfants, la bronchiolite des petits, mais aussi des pneumonies qui soient à pneumocoque, qui soient à streptocoque, qui soient à méningocoque ou qui soient des pneumonies virales. Et on sait que les pneumonies virales sont assez fréquentes et ne sont pas faciles à soigner. Mais dans une pneumonie virale, il y a toujours des surinfections. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces médecins généralistes? Ils ont appelé les pneumologues, et des pneumologues, j'en connais comme je connais des généralistes qui m'en ont parlé, eh bien, ils leur ont donné des instructions absolument remarquables. Vous allez donner une azithromycine, c'est-à-dire un macrolide, et vous allez associer à ce macrolide une céphalosporine de 3e génération. Quel est le rôle de chacun de ces médicaments? Très simple, très simple. L'azithromycine, je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est ce qu'a fait et qu'a dit Didier Raoult, c'est un virucide et un antibiotique, c'est-à-dire qu'il va réduire la réplication virale. Et si en plus vous ajoutez du zinc, nous avons fait un webinaire sur le problème du zinc, parce que le zinc est un oligoélément très important qui peut empêcher le virus de pénétrer dans la cellule. Donc si vous ajoutez du zinc avec l'azithromycine, qui est un virucide, eh bien, vous êtes déjà sur un bon chemin. Et si cela s'infecte parce qu'il y a un risque d'infection, eh bien, le médicament, la céphalosporine ajoutée de 3e génération, il a un double effet. Premier effet, c'est un effet anti-inflammatoire. N'oublions jamais qu'un antibiotique a un effet anti-inflammatoire et un effet anti-infectieux. Et en jouant à la fois sur ce double effet anti-infection et anti-inflammation, eh bien, nos collègues, médecins généralistes, conseillés par les pneumologues, tout simplement, ils ont guéri les malades en une semaine, en 10 jours. Bon, et ils n'ont pas envoyé de patients au niveau des services hospitaliers et respiratoires. Ce soir même, j'ai reçu des informations très importantes de collègues de l'Alsace, ou en particulier un collègue médecin qui écrit parce qu'il a 3 de ses collègues qui sont en hospitalisation et qui sont pas dans des états remarquables, bon, donc qui sont en danger, n'est-ce pas? Lui, quand il a vu arriver les signes sur lui-même, ben, il s'est auto-prescrit l'hydroxychloroquine parce qu'il a eu le temps d'en avoir, mais ensuite, ses collègues n'en ont pas eu. Bon, alors, ils ont eu les traitements, mais trop tard. Donc, ça veut dire que c'est très important de considérer que quand vous avez ces symptômes, il ne faut pas traîner. Alors, vous pourrez me dire aussi quel est le coût d'un traitement comme celui-là. Ben, j'ai fait les calculs très précis. Pour une semaine, vous entendez, pour une semaine de traitement, ça ne coûte pas 30 €. D'accord? Remboursé à 65% par la sécurité sociale, ça ne coûte pas 30 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personnellement, si j'ai 1 ou 2 signes concernant le coronavirus, et je vous dis la même chose, je vais pas me faire une autoprescription, bien qu'étant médecin, je peux me faire une autoprescription. Mais s'il s'agit de quelqu'un de ma famille, d'un voisin, d'une personne que je connais, j'ai le droit de faire une ordonnance, je lui fais une ordonnance, ça veut dire il n'y a pas d'autoprescription, il n'y a pas d'automédication, mais il y a un médecin qui fait un diagnostic, qui peut-être n'a pas la possibilité de faire le test parce qu'il n'y en a pas, parce que ceci, parce que cela, et qui va décider de prescrire les 2 médicaments au patient. S'il a l'hydroxychloroquine, il va le prescrire, mais attention. Et c'est là que mon collègue Raoult a été attaqué d'une manière vraiment lamentable. L'hydroxychloroquine, on le sait, est un médicament qui peut avoir une incidence cardiologique. C'est-à-dire que si vous augmentez les doses, si vous faites n'importe quoi, vous pouvez faire des bêtises avec votre cœur. Bon, ça veut dire qu'on ne prescrit pas l'hydroxychloroquine tant qu'on n'a pas un électrocardiogramme. Parce que sur l'électrocardiogramme, il y a un allongement d'une partie très précise de l'électrocardiogramme qui permet de dire attention. Bon. D'autre part, quand vous avez un âge avancé, au-delà de 65 ans, je dirais, bon, eh bien, vous avez le cœur de votre âge. On a l'âge de ces vaisseaux et les vaisseaux ont notre âge. Bon. Donc, ça veut dire que chez les personnes âgées, il est certain qu'il faut être plus prudent que chez un enfant. Chez un enfant, par exemple, beaucoup d'enfants en Afrique, où j'étais il n'y a pas très longtemps au Bénin, eh bien, reçoivent de la nivaquine, donc de l'hydroxychloroquine, et donc n'ont pas de problème cardiaque, il n'y a pas de danger, et les médecins là-bas savent parfaitement le prescrire. À ce sujet d'ailleurs, puisque nous sommes sur les enfants, vous pourriez vous dire, mais on nous a dit que les enfants, ils transmettaient beaucoup.
Eh bien, il y a eu une étude assez précise à Marseille, où ils ont testé beaucoup d'enfants pour savoir s'ils étaient porteurs du virus. Je crois qu'ils ont testé à peu près 3000 enfants, et sur ces 3000 enfants, ils en ont trouvé simplement 10% qui étaient porteurs du virus. Donc, il ne semble pas, à l'heure actuelle, certain qu'on puisse affirmer les enfants sont tous porteurs du virus et vont le transmettre. Alors, la question qu'on peut se poser, et je l'ai résolu en partie avec des collègues, c'est que pourquoi les enfants ne développent pas, s'ils sont en bonne santé, j'entends bien sûr, pourquoi ils ne développent pas la maladie? Eh bien, tout simplement parce que les enfants, entre l'âge de la naissance et pratiquement l'âge de 12 ans, ils ont une glande pinéale qui fabrique le plus grand des antioxydants protecteurs, je dirais, de l'organisme humain, qui s'appelle la mélatonine. Et quand vous le voyez, vous le verrez sur ma lettre qui s'appelle Coronavirus et poumons, j'ai mis la courbe. Vous voyez cette courbe qui monte, qui est très élevée vers l'âge de 7-8 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Et là, ensuite, il y a une chute progressive. Donc, les enfants sont protégés. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de danger pour les enfants. Mais la question qui se pose à partir du moment où les écoles vont être réouvertes, c'est sûr, est-ce que les enfants, les 10% d'enfants éventuellement atteints, risquent de passer la maladie à leurs professeurs, donc la distanciation sera nécessaire, le masque sera nécessaire et la libération, le déconfinement sera progressif. Alors, quand je vous ai dit 30 euros, pas plus de 30 euros pour la médication du professeur Raoult, je vous dis aussi que pour les deux médicaments, macrolide, azithromycine et céphalosporine de troisième génération, total, là aussi, vous ne dépassez pas les 30 euros. Alors, par contre, et là, nous arrivons sur un point qui est très important, nous arrivons sur les autres médicaments qu'on est en train de nous préparer et de nous proposer. Je vais vous en proposer 4, parce que c'est pas moi qui vous les propose, mais c'est ce qu'on est en train de nous préparer, et là, il faut faire extrêmement attention. Le premier dont vous entendrez parler actuellement, c'est le Remdesivir. Alors, le Remdesivir, tout simplement, il est fabriqué en cours de préparation par le laboratoire Gilead, qui est un laboratoire extrêmement puissant au niveau de ses capacités, je dirais, de recherche, de trouver aussi des éléments importants, et qui a mis au point un antiviral, efficacité contre des maladies virales comme l'Ebola, zéro. Bon. Zéro. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont pu tester au début chez les patients pour faire ce qu'on appelle une phase 1, pour voir s'il n'y avait pas de complications avec ce Remdesivir, et ils ont dit qu'il n'y en avait pas, donc ils passeraient très très vite en phase 3. Et très curieusement, vous avez eu, je crois que c'était le 10 avril, le New England Journal of Medicine, très grand journal, mais très grand journal, curieusement, là, ils ont fait une publication qui n'est pas randomisée. Alors qu'on accusait le professeur Raoult de ne pas avoir une publication randomisée. Randomisée, ça veut dire tirer au sort. Nous viendrons sur ce sujet-là. Donc, on l'accusait de ne pas avoir fait des études scientifiques, méthodologiques, et tout ce que vous voudrez, alors qu'on est en temps de guerre. Et là, curieusement, le Remdesivir, lui, il n'y a pas du tout d'études randomisées. Elle est peut-être en cours, mais pour l'instant, l'efficacité, quand vous regardez les chiffres, elle n'est pas terrible. Et en plus, le coût du traitement va être certainement considérable. C'est pas 30 euros, parce que déjà, pour fabriquer la molécule, c'est 12 fois plus. Vous entendez? 12 fois plus cher que pour fabriquer la molécule de l'hydroxychloroquine. Et encore, je pense qu'ils ont minimisé au maximum avec le 12 fois plus. Bon. Mais ce laboratoire est bien connu puisque c'est lui qui a mis au point un excellent traitement contre l'hépatite C. Mais je vous rappelle que ce traitement contre l'hépatite C qui s'appelle le Sovaldi, un comprimé, est remboursé par la Sécurité sociale 8 298 euros. Au début, c'était 25 000 euros. Ils ont baissé le prix, 8 298 euros pour l'hépatite C, donc remboursé par l'assurance maladie. Donc, Remdesivir, personnellement, zéro confiance dans l'avenir d'un tel médicament, alors que nous avons, ce que je vous ai dit, les deux antibiotiques, ou hydroxychloroquine et azithromycine. Ensuite, vous avez le Roact Temra, qui est un médicament qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est en train d'être essayé, laboratoire Orange, il vaut quand même 990, donc pratiquement 1000 euros, efficacité pour l'instant, peut-être dans la polyarthrite rhumatoïde, bien qu'il y a certainement d'autres traitements, mais efficacité contre le coronavirus, pour l'instant, absolument nulle. Ensuite, il y a le Kaletra,
qui est utilisé avec efficacité dans le traitement du virus du sida, incontestablement qui est intéressant contre la maladie qui est présente avec le virus du sida, mais qui vaut 437-440 euros. Et celui-là, eh bien, l'efficacité de ce médicament contre le coronavirus, pour l'instant, dans les essais cliniques, n'est absolument pas un bon, ne donne pas de résultat. Donc, il faut en rester à ce que je vous ai dit, le traitement du professeur Raoult et le traitement éventuellement des généralistes. Donc, il faut repartir de la base parce que c'est la base. C'est pas les professeurs parisiens qui passent à la télévision pour nous raconter des choses et s'opposer les uns les autres. Certainement pas par là que nous arriverons à contrer et à sauver des vies comme nous le souhaitons. Je terminerai par les vaccins. Les vaccins, sachez qu'il y a 70 vaccins à l'étude. Ça, c'est énorme, énorme mais inquiétant. Énorme mais inquiétant. Pourquoi? Parce que la vaccinologie, ne l'oubliez jamais, n'est pas une science exacte. Et ça, je le dis depuis longtemps. Je ne suis pas vaccinologue, mais je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup l'immunologie parce qu'en tant que cancérologue, je ne suis pas qu'un chirurgien qui tient un bistouri. Je suis un cancérologue qui se passionne pour cette maladie épouvantable qu'est le cancer, qu'on guérit quand même dans 50% des cas, avec actuellement des nouveaux traitements passionnants de l'immunothérapie, donc qui obligent à connaître l'immunothérapie et avec également un certain nombre de vaccins qui sont arrivés contre le papillomavirus, par exemple. Peut-être vous poserez des questions. Donc, c'est simplement pour vous dire que pour les vaccins, 70 vaccins qui sont à l'étude, il y en a 3 qui sont, semble-t-il, des candidats vaccins. Il y en a un premier qui est travaillé à Beijing, c'est-à-dire à Pékin, un institut qui utilise l'institut donc de virologie de Pékin, qui utilise un vecteur viral, mais qui ne peut pas évidemment se répliquer et qui est en cours d'essai, mais pour l'instant on n'a absolument aucun résultat, bien que les Chinois travaillent depuis évidemment plusieurs mois. Vous en avez un autre aux USA qui est fait par Pharmaceutical Inovio, et qui est également une course de vitesse, mais qui utilise des petits fragments d'ADN qui sont circulaires et qui codent pour la protéine de surface, parce que le coronavirus a une protéine de surface. Bon, donc là aussi, il n'y a pas de résultat pour l'instant. Et le troisième candidat, c'est Moderna aux USA, qui utilise des ARN messagers. Donc, vous voyez que vous avez des candidats vaccins qui n'utilisent pas du tout les mêmes techniques, premièrement. D'autre part, il faut savoir que la vaccinologie, je le répète, n'est pas une science exacte. On va prendre 2 exemples. Vaccination contre la grippe. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'efficacité? On vous dit 40% d'efficacité. Ça, c'est la 40% d'efficacité. C'est une efficacité, je dirais, marketing. La réalité, c'est autour de 20-25%. Et on sait bien que dans les maisons de retraite, chez les gens qui ont été vaccinés contre la grippe, on sait que le vaccin contre la grippe, il lui faut 14 à 15 jours pour être efficace, qu'on a eu des morts dû à la grippe, non pas dû au vaccin, dû à la grippe dans les semaines ou les mois qui ont suivi chez des gens qui avaient été vaccinés. Donc, efficacité du vaccin contre la grippe, qui était d'abord à 5 euros, et qui est passé à 10 euros, c'est curieux, mais en sachant que celui qui est à 5 euros n'est pas plus efficace ou moins efficace que celui qui est à 10 euros, sauf que on vous dit non, maintenant il n'y a plus que celui qui est à 10 euros. Tout ça est assez étonnant, et évidemment, on veut vacciner tout le monde, on veut l'imposer, ce n'est pas encore une loi, mais ça risque de le devenir. Deuxième élément, le ROR. Je n'ai jamais été opposé personnellement aux vaccinations contre certains, je dirais, qui ne me lisent pas ou qui veulent tout faire pour dire l'inverse que je dis. Je n'ai jamais été opposé au vaccin puisque moi-même, j'ai demandé que le DTP, diphtérie, tétanos, polio ne disparaisse pas avant même qu'on fasse la vaccination avec les 11 vaccins obligatoires, dont l'hépatite B à 2 mois, ce qui est complètement aberrant. C'est un jour un collègue qui m'a dit que les enfants à la crèche, ils se mordaient à 2 mois, 3 mois, 4 mois, bon, alors qu'ils n'ont pas encore de dents, ils se mordent, donc il faut les vacciner. Vous voyez le genre de raisonnement. Mais évidemment, c'était des gens qui étaient très liés au laboratoire fabricant des vaccins. Eh bien, pour le ROR, il faut vacciner un enfant contre rougeole, oreillon, rubéole, mais je vous fais remarquer une chose, c'est qu'avant, quand il y avait simplement le vaccin contre la rougeole, on vaccinait à 6 mois. Maintenant, c'est fini. On vaccine à 11 mois, 12 mois. Pourquoi? Pourquoi on a reculé? Je vais vous expliquer. Parce que tout simplement, quand on donne le ROR en un seul vaccin, on injecte 3 virus inactivés. Ça veut dire quoi? Ce sont des virus dormants.
ce sont des virus qui sont inactivés par des techniques particulières. Et ces virus inactivés, ils ont une certaine activité puisqu'on leur demande de déclencher dans le corps la fabrication d'anticorps contre la rougeole, contre la rubéole, contre les orions. On lui demande beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et donc, on a préféré reculer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pépins. Il y a eu des complications. Et ces complications, je vais vous en citer une, c'est une thrombopénie. La thrombopénie, c'est quoi? Tout d'un coup, le taux des plaquettes qui chute, le gosse qui se retrouve avec des hématomes, l'enfant qui se retrouve avec des hématomes, et on ne sait pas pourquoi, et il a un taux de plaquettes qui devrait être à 150 000 ou 200 000, il est à 30 000. Bon, pourquoi? Parce qu'on a vacciné ces enfants d'une manière obligatoire, ça c'est juste, mais on n'a pas suffisamment dit qu'il ne faut vacciner l'enfant que quand il est en excellente santé. On ne vaccine jamais un enfant, quel qu'il soit, dans un état, si vous voulez, non pas de fébrilité, parce que là, le médecin le savent, mais dans un état de fatigue, c'est-à-dire en pleine année de travail, ou bien un enfant qui est grognon, un enfant où c'est la maman, le papa qui repère cet enfant ne va pas bien. Bon, et donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut le vacciner, c'est plutôt quand il est en pleine forme. Donc, et ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des pépins, c'est ce qu'on a appelé des tempêtes cytokiniques. Ça, vous en avez entendu parler parce que les médias en ont parlé. Qu'est-ce que c'est qu'une tempête cytokinique? Eh bien, tout simplement, quand vous stimulez trop le système immunitaire, vous l'affolez. Vous l'affolez, ça veut dire que les cellules qui s'attendent à recevoir, puisqu'elles sont faites pour ça, ce sont de véritables soldats, si vous voulez, qui sont là pour répondre à une agression. Mais si vous agressez trop ces soldats, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tirer n'importe comment. Ils vont tirer des balles n'importe comment. C'est-à-dire, vous allez avoir une tempête de molécules qu'on appelle des cytokines ou des chémokines, des chémokines, et qui peuvent créer une hyperthermie très importante, des troubles extrêmement graves, et qui peuvent même déclencher la mort. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important à bien comprendre. Alors, quant au vaccin contre le coronavirus, eh bien, soyons, je dirais, honnêtes, soyons clairs, nous n'aurons pas de vaccin au minimum avant le début de l'année 2021 et peut-être au-delà. Donc, pour l'instant, nous devons sauver des vies sans penser au vaccin. Alors, on verra s'il faudra qu'on nous l'impose. On verra d'abord si ce virus, si ce vaccin est efficace. Moi, je dirais, je serai comme Thomas. Ce que l'on voit, ce que l'on vérifie, c'est ça la véritable science. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir et c'est l'avenir. En même temps, je dirais qu'il y a une véritable éthique. Et là, je rejoins complètement mon collègue Didier Raoult qui dit l'éthique du traitement, c'est quoi? C'est de donner le traitement que dans ma conscience de médecin, dans ma vocation de médecin, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, eh bien, c'est parce que j'ai cette vocation de médecin, j'ai cette compétence de médecin, même s'il faut, j'appelle mes collègues pour demander conseil, mais il n'est pas normal qu'on soit obligé de nous imposer des méthodes qui ne sont pas des méthodes éthiques quand on est comme on est aujourd'hui en temps de guerre face à des patients dont la vie est en danger.